AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Muriel, bonjour. Bonjour Jean-Marie. S'engager pour la redéfinition pénale du viol, c'est un combat qui vous tient à cœur. On va l'aborder avec votre invitée, la députée de Haute-Savoie, Véronique Rioton, qui est présidente de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale. C'est un combat, je disais, qui vous tient particulièrement à cœur. Exactement Jean-Marie. Depuis 2017, le mouvement MeToo a bouleversé la perception des violences sexuelles, révélé leur ampleur et leur caractère systémique. En France, les chiffres sont accablants. Toutes les 2 minutes, une personne est victime de violences sexuelles. 61% des victimes connaissent leur agresseur. 73% des plaintes sont classées sans suite, même lorsque l'auteur est identifié. 8 victimes sur 10 ne portent pas plainte et parmi elles, 24% pensent que cela ne servirait à rien et 24% estiment que leur témoignage ne sera pas pris au sérieux. Le viol, crime de l'intime, n'est ni marginal ni isolé. Il s'enracine dans une culture nourrie par des stéréotypes et des inégalités de genre. L'étude Ipsos de 2019 pour l'association Mémoire Traumatique et Victimologie révèle que 42% des personnes interrogées estiment qu'une attitude provocante de la victime en public atténue la responsabilité de l'agresseur. 37% pensent qu'il est courant que des accusations soient lancées à tort pour se venger. 20% jugent que les femmes aiment être forcées, humiliées, injuriées. Et 57% considèrent que la sexualité masculine est pulsionnelle et difficile à contrôler. Et chez les jeunes hommes de 18 à 25 ans, seuls 59% reconnaissent qu'imposer un rapport sexuel constitue un viol. Alors, ces stéréotypes nourrissent évidemment une présomption implicite de consentement qui biaise certaines décisions judiciaires et perpétue le silence des victimes. Face à cette réalité, la question de la redéfinition pénale du viol questionne depuis des mois les politiques, les magistrats, les associations, les victimes. Car si la question du consentement est omniprésente dans les procédures judiciaires, elle demeure absente du code pénal. Ce vide juridique favorise l'instrumentalisation du consentement par les agresseurs. En 2011, la France a ratifié la Convention d'Istanbul qui impose une définition du viol basée sur l'absence de consentement examinée à la lumière de circonstances environnantes. Pourtant, la France reste l'un des 14 États membres appliquant une définition matérielle du viol, violence, menace, contrainte, surprise, tandis que 13 autres États, ainsi que de nombreux pays, définissent le viol par l'absence de consentement. Le rapport de la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, porté par Véronique Rioton et Marie-Charlotte Garin, propose d'intégrer la notion de non-consentement dans la définition pénale du viol, un consentement qui serait libre et éclairé, révocable à tout moment, apprécié au regard des circonstances environnantes. Cette réforme ne supprime pas les critères actuels de violence, menace, contrainte, surprise, mais les renforce en donnant au juge un cadre plus clair pour appréhender les cas de coercition, d'emprise, de vulnérabilité. Si elle est adoptée, cette réforme marquera une avancée majeure dans la lutte contre les violences sexuelles. C'est une étape importante, ce n'est pas la fin du chemin. Le viol reste un crime de masse, un acte de violence et de domination qui nécessite une action globale, des moyens financiers accrus, une politique de protection, de prévention, d'éducation, de formation et de répression. Et parlons-en tout de suite sur Sud Radio avec notre invitée Véronique Rioton. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes députée Ensemble pour la République de la Haute-Savoie, présidente par ailleurs de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée nationale. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Bonjour Madame la députée. Bonjour. Alors, vous venez de rendre public les travaux de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances de l'Assemblée nationale sur la définition pénale du viol. Ces travaux ont démarré le 5 décembre 2023. 14 mois de réflexion, c'est dire l'importance du sujet ? Permettez-moi, pour démarrer, Muriel, d'honorer l'édito que vous avez fait. Je pense que vous avez dit beaucoup, en tout cas dans l'esprit qui a conduit nos travaux, Marie-Charlotte et moi-même, Marie-Charlotte Garin et moi-même. 14 mois, c'est à la fois beaucoup et en même temps, on voit bien que l'histoire de la définition du viol a toujours évolué par à-coups et puis elle est longue. Alors 14 mois... Eh bien, c'est parce que c'est un sujet qui fait débat. Sa genèse, c'est la directive des violences sexistes et sexuelles au niveau européen, avec la France qui s'oppose à intégrer la notion du consentement, non pas de principe, mais parce que c'est un droit français. Donc, ça nous a renvoyé, nous, à la délégation dans nos travaux, et nous avons donc démarré en décembre 2023, avec une forme d'humilité dans le démarrage de nos travaux, avec
avec l'idée de questionner véritablement, faut-il ou non intégrer cette définition dans le code pénal. C'est combien de personnes auditionnées sur un sujet comme celui-là ? C'est plus d'une centaine de personnes auditionnées, donc, et puis 14 mois de travaux, on l'a dit. Alors, la principale motivation, c'est la Convention d'Istanbul ou c'est, par exemple, les difficultés judiciaires, la difficulté des victimes à prendre la parole, enfin, ce que j'ai évoqué, toutes ces statistiques qui me font un petit peu froid dans le dos? La principale motivation, la mienne en tout cas, c'est l'impunité constatée aujourd'hui. Vous l'avez rappelé remarquablement, donc je ne vais pas redonner les chiffres, mais le sentiment, je vais juste peut-être décrire une anecdote de François Lavallière lors de nos premières auditions, qui témoigne en disant que lorsqu'il instruit un dossier, il lui est souvent arrivé de dire aux victimes « Mesdames, Madame, je vous crois, et pour autant, je n'ai pas réussi à prouver la matérialité ou l'intentionnalité de l'auteur, et donc ça fait un classement sans suite. » Ça veut dire que, est-ce que le droit pénal échoue en matière de viol à remplir ces trois grandes fonctions, répressive, protectrice, expressive? Est-ce que vous constatez cela, vous? C'est effectivement, dans le cadre de notre mission, un des constats qu'on a rapidement fait. Pourquoi on l'a dit, pas protectrice, puisque les victimes, en réalité, sont peu protégées. Pas suffisamment répressive, parce que 1 à 2% des viols au final est condamné, même si notre droit est solide du point de vue de la peine, puisque en moyenne c'est 11 ans sur la sanction de ces crimes, et puis expressive surtout parce que à ce stade, tel qu'est écrit la loi aujourd'hui, elle ne témoigne pas des valeurs qui sont celles de la République, des valeurs de respect mutuel, et donc cette dimension-là est très importante. Vous avez évoqué la dimension de l'éducation, et donc pour moi, un des effets finalement du changement dans le code pénal, ça va aussi de donner un signal vers nos jeunes générations pour dire tout rapport sexuel se considère dans une dimension du consentement. Et donc, dans la loi, pour nous, on met tout acte sexuel non consenti est un viol. Alors, vous avez dit 11 ans de condamnation, mais on sait que dans les cas de viol, c'est 1% à peu près des agresseurs qui sont condamnés. On a vécu tous ensemble un procès spectaculaire, un procès qui a été qualifié d'historique, c'est le procès des viols de Mazan. 66% des Français considèrent que cette affaire montre que les violences sexistes et sexuelles sont une responsabilité collective masculine. Est-ce que ce procès a influencé aussi la rédaction de ce rapport ? Je ne suis pas sûre que ce soit une influence de la rédaction. En revanche, il est clé, et évidemment, je salue le courage de Gisèle Pelicot dans ce qu'elle nous a montré, parce que ce sujet a montré à l'ensemble de la société la difficulté de la prise en charge du procès dans l'intime de ces viols, et donc a mis cette dimension sur la place publique. Et une des premières prises de conscience finalement de tout un chacun, c'est que dans la culture du viol, on a toujours l'impression que le viol, il va se dérouler en pleine nuit, qu'il va être fait par un étranger. Or, ça a mis en évidence l'intime de ces situations. Et je rappelle que 90% des situations, l'auteur est connu, et dans 70%, en effet, de sidération avec des stratégies de l'auteur. Alors, pourquoi et comment cette définition actuelle du viol, basée, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la violence, la contrainte, la menace ou la surprise, peut exclure certaines situations de violence sexuelle? C'est la conséquence de ce qu'on vient de dire. Puisqu'il y a 70% des cas où on est en état de sidération, en fait. Violence, contrainte, menace ou surprise nécessite une réaction de la victime. Or, dans ces stratégies dites de l'agresseur, ce sont des stratégies qui vont mettre en état de sidération la victime, qui fait qu'elle n'aura aucune réaction. Et donc, c'est en ça qu'aujourd'hui, l'écriture du droit pénal échoue, c'est parce que ça ne prend pas en compte l'effet de sidération. En même temps, la jurisprudence a fait son œuvre, et la question du consentement est partout dans les procès. Mais la façon dont c'est pris en compte, de façon jurisprudentielle, elle n'est évidemment pas
homogène sur l'ensemble du territoire selon la façon dont les procès se passent. Donc le fait de venir inscrire la notion du non-consentement dans la définition pénale du viol va donner de la visibilité, de la lisibilité et puis un signal clair pour la société de ce que je disais tout à l'heure. Donc on ne modifie pas complètement cette loi, c'est-à-dire ce qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on garde, vous proposez de garder la violence, la menace, la contrainte et la surprise, mais de réintroduire de façon extrêmement explicite et claire cette notion de non-consentement. C'est ça. L'objectif, c'est on ne touche pas ce qui fonctionne. Violence, contrainte, menace ou surprise, on garde. Et on vient indiquer que tout acte non consenti est un viol. Donc on amène la notion du non-consentement. Alors, s'il n'y a pas de profil type d'agresseur, on est tous d'accord là-dessus, toutes les études le disent, et chaque jour malheureusement on le démontre, un dénominateur commun au crime de viol reste l'exploitation de la vulnérabilité. Comment cette nouvelle définition va permettre de mieux aborder ces situations où le consentement est parfois ambigu, difficile à établir, notamment dans les cas où il ne peut être déduit des circonstances ou du comportement de la victime. Parce que toute la difficulté est là, en fait. La façon dont on l'écrit, on amène que le non-consentement se regarde au regard des circonstances environnantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le procureur, on va élargir finalement la possibilité d'enquête, et notamment concernant l'auteur, à travers l'ensemble du faisceau d'indices, ce qu'on appelle le faisceau d'indices, et va permettre d'aller questionner à la fois d'autres situations, d'autres relations, et donc on donne la possibilité au juge d'aller regarder plus largement. Parce qu'en fait, une des inquiétudes qui a été formulée par de nombreuses associations et puis par certains acteurs de l'écosystème, c'est le centrage sur l'investigation sur la plaignante. Est-ce que vous pensez réellement que cette définition va changer l'investigation centrée sur la plaignante? Est-ce qu'on va éviter que cette notion de consentement ou de non-consentement ne se retourne contre elle? Vous l'avez évoqué dans votre édito, oui. C'est déjà le cas. Comment elle est habillée, et donc tout ça, ça s'appelle la culture du viol. Et nous, on combat ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On change la façon de questionner. Oui, le juge va regarder en tout cas le procureur dans son enquête, va venir questionner l'auteur sur la façon dont il s'est assuré du consentement de la victime. Donc on ne change pas la façon de question. Enfin, on ne change. Non, ça n'est pas centré sur la victime. Déjà, ça l'est déjà actuellement, et on va se tourner vers l'auteur pour savoir comment il s'est assuré de ce consentement. Alors, si on regarde un peu à l'international, de tous ces pays qui ont aujourd'hui intégré la notion de consentement dans leur législation, particulièrement la Suède, on voit qu'en Suède, les taux de condamnation pour viol ont augmenté de 75%. Alors, la France n'est pas la Suède, mais est-ce qu'on peut tirer des analyses de cela? Est-ce que ça vous conforte? Est-ce que ça nous conforte dans l'idée que cette modification législative est importante? Ça nous conforte d'autant plus. Je prendrais plutôt l'exemple de la Belgique, dont le droit est plus proche de nous. Effectivement, on note une amélioration significative à la fois dans la prise en charge des victimes et dans la réponse finalement pénale. Parce que en travaillant effectivement la définition pénale du viol, vous l'avez dit, ça n'est pas la seule action qu'il faut mener, c'est dans une chaîne d'actions, et notamment sur le fait qu'il y ait plus de formation, ce qui est déjà le cas aujourd'hui, mais de plus en plus auprès des magistrats, auprès des forces de sécurité, pour pouvoir prendre en charge encore plus la parole des victimes. Et c'est l'ensemble finalement de cet écosystème qui permettra d'avoir des résultats efficients. Alors, on l'a un petit peu évoqué, bien sûr, cette introduction explicite du consentement a suscité des débats. Il y a eu des alliés, beaucoup, des convaincus, des contradicteurs. Est-ce que depuis que vous avez publié le rapport, c'est un tout dernier jour d'ailleurs, vous avez déjà observé des réactions au sein de l'Assemblée nationale, au sein de la société civile? Quels sont pour vous les arguments les plus forts pour ou contre, d'ailleurs, cette réforme? Le chemin législatif démarre. Vous l'avez dit, 14 mois de travail technique. On a un enjeu sociétal maintenant. Et vous avez raison. On a des collègues, vous savez qu'à la commission des lois, par exemple, on a beaucoup d'avocats et qui sont évidemment des fervents défenseurs de nos principes de droit et puis du système judiciaire, et notamment de la défense des auteurs. Donc moi je dis simplement, oui, on va
venir challenger la façon dont les auteurs se défendent, et on a bien l'intention que ce changement rende la vie plus difficile, la défense des auteurs. Donc oui, ça va changer des choses. Pour autant, on voit bien que dans ces défenseurs-là, y compris j'ai un collègue qui me disait dans mes vœux, j'ai évidemment nommé le fait qu'on va s'attaquer, qu'on va travailler, et donc on voit bien que que finalement le discours du consentement vient aussi dans notre Assemblée. Et puis on a eu plusieurs propositions de loi, on est dans le débat. Alors ça va influer sur le calendrier. C'est quoi le calendrier idéal pour vous ? Le calendrier, donc on a déposé en parallèle de notre rapport la semaine dernière notre proposition de loi. La présidentielle Braun-Pivet a saisi le Conseil d'État sur lequel nous sollicitons un avis. Puis nous visons donc une semaine transpartisane, puisque c'est une proposition de loi transpartisane, et nous visons la semaine du 31 mars, 1er avril, pour l'étude de ce texte, et donc en amont la commission des lois. Et puis ensuite viendra le chemin de la navette parlementaire pour qu'il y ait une inscription au Sénat, où nous espérons que nous ayons la même... le même chemin. Ma dernière question, des associations, une soixantaine, à l'initiative d'ailleurs de la Fondation des femmes, défendent une grande loi cadre sur les violences sexuelles. Vous êtes pour ? Oui. Hier, dans l'hémicycle, nous avions une proposition de loi sur laquelle on a travaillé sur l'imprescriptibilité glissante, sur le contrôle coercitif. Et chacune dans l'hémicycle, notamment la ministre Berger, a redit aussi l'importance de voir ces éléments-là dans une dimension plus grande, et donc a même fait des annonces, a invité chaque groupe parlementaire à choisir 2 parlementaires et travailler concrètement sur ces questions-là. Oui, c'est un ensemble à la fois de moyens et d'actions qui permettront de mieux répondre à nos victimes. Eh bien, Véronique, merci beaucoup pour cette conversation, et on est très heureux que tout cela progresse et qu'on s'intéresse très fortement à la lutte contre les violences sexuelles aujourd'hui en France. Merci de mettre ça dans le débat public. Et en tout cas, sur Sud Radio, on continuera à s'y intéresser. Merci Véronique Riotton. Je rappelle que vous êtes députée Ensemble pour la République de la Haute-Savoie. Merci à vous, Muriel Réus. On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche, Marie. Au revoir. Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement, Muriel Réus. Avec AGEPI, association d'assurés engagés et responsables.